Vous avez vu l'épisode 9 de House of the Dragon saison 1 et vous cherchez un endroit où aller plus loin dans votre visionnage, c'est juste ici. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on fait le décryptage de l'épisode 9 de House of the Dragon saison 1. On va faire évidemment un relevé des références, des décryptages, de l'analyse des références sur le monde de Westeros qui sont name-droppées un petit peu partout dans cet épisode. On fera évidemment un relevé des différences entre le livre et la série, puisqu'il y en a beaucoup dans cet épisode 9, et puis après je vous donnerai évidemment mon avis personnel sur cet épisode. Allez, c'est parti pour le reste de la vidéo. Le premier personnage sur lequel je voulais revenir, c'est le personnage de Rhaenys Velaryon / Targaryen, qui est un petit peu au centre de cet épisode 9, puisque elle est déjà à Port-Réal au moment où arrive cette histoire de destitution de Rhaenyra et donc de succession d'Aegon II Targaryen. Elle est enfermée du coup dans une des salles, dans ses appartements en fait du Donjon Rouge, et vient Alicent pour lui parler, de lui expliquer en fait pourquoi elle est retenue dans ses appartements. Et il y a une belle discussion entre ces deux femmes, ces deux reines en fait, reine actuelle, reine douairière désormais, puisque elle a perdu son mari et elle va du coup toujours avoir le statut de reine, mais elle ne dirigera pas, contrairement à son fils Aegon, et Rhaenys qui, elle, est la reine qui ne le fut jamais, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été choisie par les seigneurs de Westeros pour gouverner. Donc évidemment, il y a une dynamique intéressante entre ces deux personnages-là. Alicent, surtout, évidemment, essaie de récupérer le soutien de Rhaenys et surtout de la maison Velaryon. Elle lui fait des promesses, mais il y a quand même une once, on va dire, de sincérité derrière les paroles d'Alicent. Elle lui dit que c'est elle qui aurait dû hériter et non Viserys. Voilà. Bon, est-ce que c'est pour gagner son soutien? On peut évidemment s'en douter, mais il y a quand même souvent chez Alicent ce côté j'essaie de faire le bon choix, et on y reviendra d'ailleurs dans cet épisode 9. Il y a une réplique que je voudrais retenir sur cet épisode 9 de la part de Rhaenys, c'est quand elle dit à Alicent « Vous voulez juste ouvrir une fenêtre dans votre cellule », j'ai trouvé que c'était très bien dit, très bien écrit de la part de Rhaenys, qui a toujours ce flow assez incroyable. Elle dit ce qu'elle pense, elle dit les choses telles qu'elles sont, elle a vraiment ce côté mentor pour les personnages féminins autour d'elle, et ça marche aussi pour Alicent, l'air de rien. Évidemment, au sujet de Rhaenys, il y a ce final à dos de Meleys, puisqu'elle est embarquée à Fausse Dragon avec la vague de peuple, finalement, si je puis dire, et donc elle en profite pour aller récupérer sa dragonne, Meleys, la Reine Rouge, et on comprend finalement pourquoi on appelle Meleys la Reine Rouge. Il y a vraiment ce côté, un traitement presque de film de kaiju, de film de monstre à la Godzilla, quand Meleys fait exploser, du coup, le sous-sol de Fausse Dragon, probablement tuant beaucoup de badauds par la même occasion, et du coup Rhaenys qui s'enfuit. On note d'ailleurs qu'elle a quasiment la possibilité d'éteindre le conflit dans l'œuf à ce moment-là, puisqu'elle fait face avec sa dragonne à l'intégralité de la famille royale, et celle qui veut du coup destituer Rhaenyra. Donc elle aurait pu finalement d'un coup de Dracarys faire en sorte que le conflit s'éteigne. Bon, elle ne le fait pas, probablement parce que c'est pas son combat à elle, à l'heure actuelle, c'est pas sa guerre, et aussi peut-être parce que le fait de tuer sa propre famille est évidemment un synonyme de grand tourment de l'âme, bien évidemment. Il y a aussi ce côté, l'air de rien, Alicent et Rhaenys ont partagé une belle scène, un beau dialogue ensemble sur le début de cet épisode 9, donc peut-être que ça joue aussi, et qu'elle choisit finalement de ne pas exécuter froidement sa famille. C'est l'habituel moment pour moi de vous rappeler que si vous appréciez cette vidéo, surtout mettez un pouce en l'air et un commentaire, ça aide la vidéo dans l'algorithme de YouTube bien évidemment, et puis si vous appréciez mon travail, pour ne pas m'oublier quand House of the Dragon aura terminé sa diffusion, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, puisque je sais que vous êtes quasiment 80% à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné. Alors faites-le, ça coûte rien, c'est gratuit. Si vous voulez, en revanche, me donner quelques euros, vous pouvez le faire également sur ma page Utip, pour m'aider financièrement dans mes activités sur YouTube, c'est très apprécié évidemment, on embrasse mes tipeurs à l'heure actuelle, ce sont eux
qui sponsorisent cette vidéo, donc merci, grandement merci à eux. Et puis enfin, si vous voulez m'écouter dans les transports en commun par exemple, ou dans la voiture, dans un podcast, c'est possible puisque j'ai lancé avec un ami un podcast qui s'appelle Pop Tier et qui revient et qui liste les œuvres actuelles de la pop culture. Allez, c'est parti pour le reste de la vidéo. Alors c'est un épisode 9 qui est entièrement dédié au vert, puisqu'on ne voit pas du tout Rhaenyra, Daemon, etc. qui sont tous à Pendragon au moment où du coup il y a cette espèce de coup d'état, en fait c'est même pas un espèce de coup d'état, c'est un coup d'état qui a lieu à Port-Réal. Donc faisons un petit peu un récap de tout ce qui se passe autour de ces personnages-là. Je voulais bien sûr revenir sur le personnage d'Alicent puisqu'il est extrêmement important pour cet épisode 9. Bien sûr, comme je vous le disais dans le décryptage de l'épisode 8, il y a ce quiproquo autour de la prophétie du prince qui fut nommé, puisque Viserys lui parle d'Aegon, il lui parle probablement d'Aegon le Conquérant, puisque c'est lui qui a eu cette prophétie. Alors peut-être que certains pensent qu'il parle d'un autre Aegon qu'on verra plus tard dans Game of Thrones, mais moi je pense qu'il parle vraiment d'Aegon Ier, le Conquérant, et en fait elle se méprend sur le sens de ce que lui dit Viserys. Lui est d'ailleurs probablement en train de parler à Rhaenyra dans son esprit et ne se rend pas compte qu'il parle à Alicent, et Alicent du coup reçoit cette prophétie, entend Aegon et évidemment pense qu'il parle d'Aegon II, d'Aegon son fils, et donc elle change finalement dans sa tête l'ordre de succession. Elle dit que Viserys sur son lit de mort a changé d'avis et a décidé de destituer sa fille Rhaenyra au profit de son fils, de son premier fils, Aegon Targaryen. On note quand même que, contrairement à Otto, et on y reviendra, il y a vraiment cette volonté chez Alicent de faire les choses bien, de faire les choses correctement vis-à-vis de Rhaenyra, qu'elle considère toujours comme son amie, visiblement. Elle veut faire en sorte que Rhaenyra comprenne, elle veut lui donner des termes qui seraient acceptables pour elle. Alors on se demande bien ce que ça pourrait être, d'ailleurs, des termes acceptables pour Rhaenyra, qui quand même vient juste d'être destituée sans être prévenue. Il y a ce côté-là, évidemment, de Alicent qui aimerait faire les choses bien, mais dont tous les hommes autour d'elle lui disent « c'est une mauvaise idée, tu devrais tuer Rhaenyra et l'intégralité de sa lignée si tu ne veux pas avoir de problème et si tu ne veux pas qu'Aegon ait à faire face à une guerre ». Donc je le disais, il y a quand même une opposition entre Alicent et son père Otto Hightower qui vient finalement à éclore dans cet épisode 9 et j'imagine qu'il va être un point d'intrigue très intéressant pour la suite de la série, et c'est nouveau, on y reviendra plus tard dans la section différence entre le livre et la série. On la sent toujours aussi proche de Criston Cole, elle confie une mission de grande importance, puisqu'elle lui dit « va chercher Aegon qui à l'heure actuelle n'est pas dans le donjon rouge », et ensuite, un petit peu plus tard, elle le fait Lord Commandant de la garde royale, puisque Harold Westrelin a quitté les lieux. Criston Cole d'ailleurs, il faut le mentionner, qui assassine complètement de sang-froid un pauvre vieillard qui s'appelle Lyman des Essaims, et qui finalement, voilà, lui dit « écoute, t'es pas d'accord avec le Conseil Vert, tu vas mourir ». Alors je sais même pas s'il a conscience qu'il est en train de le tuer quand il fait le geste, ce qui est même quasi pire en fait, de se dire que Criston Cole ne contrôle pas du tout sa force et quand il est en colère, il est capable de tuer à peu près n'importe qui. Il y a ce côté chez Criston Cole, quelqu'un qui désormais est complètement débridé par le fait que il a la confiance complète de la reine et donc du coup il fait absolument ce qu'il veut et il est absous d'à peu près tout. Et pour autant, Criston Cole a l'air de se voir véritablement comme un être vertueux, il le dit d'ailleurs quand il parle avec Aemon un petit peu plus tard dans les rues de Cupucier. Je ne peux pas évoquer Alicent dans cet épisode 9 sans évoquer bien évidemment son suivant extrêmement creepy qui est Larys Faur qui, en tant que plus ou moins maître des chuchoteurs au Donjon Rouge, se permet de donner des informations à Otto Hightower qui permettent de faire exécuter un certain nombre de personnes, mais Larys qui est toujours aussi proche d'Alicent et on comprend qu'il y a désormais une relation d'échange de bons procédés où Larys lui donne des informations contre finalement des faveurs sexuelles puisque Larys Faur a l'air d'être très intéressé par un fétiche des pieds et particulièrement des pieds de la reine. Bon,
Je suis pas sûr que c'était vraiment nécessaire d'ajouter ça dans House of the Dragon pour faire comprendre que Larys Ford est un mec un petit peu chelou, qui a un côté extrêmement pervers. Je crois qu'on avait déjà compris sur le côté illusion de grandeur et de puissance qu'il avait déjà montré un petit peu plus tôt dans les épisodes de la saison 1. Je suis pas certain que c'était vraiment obligatoire de montrer ça, parce que honnêtement, la scène est assez dérangeante. Il y a vraiment ce côté, en fait, résigné chez Alicent, qui sait exactement ce qu'elle doit faire, si elle a besoin d'informations supplémentaires de la part de Larys. Je trouve ça un peu presque too much, honnêtement. D'ailleurs, Larys Ford, qui est opposée un petit peu à Mysaria dans cet épisode 9, puisque elle aussi a son réseau d'espions au sein du Donjon Rouge, et il explique finalement à Otto Hightower et surtout à Alicent que du coup il y a des espions au Donjon Rouge et qu'il faut s'en occuper. D'ailleurs on voit une maison brûlée au milieu de cet épisode 9 et on s'imagine bien que c'est la maison de Mysaria. En revanche on ne voit pas Mysaria mourir, donc on peut éventuellement se poser la question de si elle est véritablement morte ou pas. Il faut qu'on parle d'Otto Hightower, puisque Otto Hightower révèle véritablement sa vraie nature dans cet épisode 9, puisque au moment de ce Conseil Vert en pleine nuit, après qu'on apprend l'information de la mort de Viserys le roi, il explique finalement, il révèle à sa fille que quasiment l'intégralité du Conseil autour de lui avait plus ou moins commencé à planifier la succession d'Aegon II sans en parler à la reine Alicent. Donc elle découvre tout ça, elle découvre finalement qu'on lui a fait un enfant dans le dos, finalement, sans mauvais jeu de mots, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup d'enfants, et notamment des enfants dans le dos dans House of the Dragon, mais il y a véritablement ce côté découverte de la part d'Alicent, et elle essaie finalement de combattre cette histoire qu'on essaie un petit peu de lui imposer. Elle veut vraiment faire en sorte de faire les choses bien, contrairement à son père qui, lui, décide d'ordonner à Harold Westrelin d'aller exécuter Rhaenyra à Père Dragon, à Dragonstone. Westrelin d'ailleurs refuse et quitte Port-Réal. Alicent également refuse et essaye de mettre la main sur Aegon, tout comme son père qui lui aussi veut mettre la main sur Aegon pour finalement cimenter son assise et son pouvoir sur le futur roi. Donc il y a vraiment ce côté, désormais, fille et père sont en opposition presque directe. Alors évidemment, elles sont pas en conflit armé, mais il y a vraiment ce côté désormais cassure entre la fille et son père, et quelque part, ça fait écho à tout ce qu'on avait vu d'Alicent jeune dans le début de la série, puisque Alicent jeune a vraiment ce côté « j'obéis à mon père, je comprends pas exactement ce qu'il essaie de me faire faire, mais l'air de rien, et elle le dit dans cet épisode 9, j'étais un pion pour mon père ». Et donc il y a ce côté, et d'ailleurs lui il ne voit pas le problème, puisqu'il lui dit « oui, enfin bon, t'es peut-être un pion, mais désormais t'es quand même la reine, donc j'ai quand même bien fait ». Donc il y a ce côté en fait, père un petit peu toxique, qui impose ses fantasmes de grandeur à sa fille qui s'exécute et désormais essaie de s'émanciper, et quelque part, tout ça, ça porte les germes très intéressantes d'un futur conflit et de futures probablement différences entre le bouquin et la série, et je suis très intéressé de voir la suite. Il y a ce côté aussi très tyrannique de la part d'Otto Hightower qui essaie évidemment de gouverner dans un gant de velours mais une main de fer. Il y a vraiment ce côté je force les seigneurs à ployer le genou face à Aegon, à jurer leur fidélité à quelqu'un pour qui finalement ils ne sont pas censés jurer fidélité puisqu'ils ont déjà juré fidélité à Rhaenyra plusieurs années plus tôt. Et donc finalement, qu'est-ce qui arrive à ceux qui ne sont pas d'accord, mais tout simplement ils sont exécutés. On a vu Lyman Beesbury, Lyman des Essaims, qui est tué lors du conseil restreint, conseil désormais qu'on peut appeler le conseil des Verts, et dans la salle du trône, on a deux personnes qui sont exécutées, puis Lord Caswell, qui est exécuté un petit peu plus tard. Alors il est pendu, et un petit peu plus tôt, on a une dame qui s'appelle Dame Fell, la dame de la maison Fell, qui est également exécutée. Faut savoir que la maison Fell, c'est tout simplement une maison vassale de la maison Baratheon dans les terres de l'orage. D'ailleurs, en parlant de la maison Baratheon, cette maison pose question autour de son allégeance. On a Tyland Lannister, du coup, qui normalement doit être maître argentier du conseil restreint à cette époque, qui dit que l'allégeance des Baratheons pose question. Pourquoi ? Parce que les Baratheons, traditionnellement, ça fait des années et des années, depuis le conseil de 101, qu'ils sont de grands soutiens à Rhaenys Targaryen,
la reine qui ne le fut jamais, et ils étaient très effarouchés, un peu comme Corlys Velaryon, que Rhaenys n'ait jamais hérité du trône. Donc ils sont plutôt sur ce spectre-là, de dire que la femme doit aussi pouvoir hériter, donc forcément ça a tendance à plutôt les aligner du côté de Rhaenyra, puisque Rhaenys, on l'a vu, est aussi du côté de Rhaenyra. Donc il y a ce côté-là déjà, qui pose question au vert, mais il y a aussi le fait que l'air de rien, Accalmie du coup, qui est le siège de la maison Baratheon, est franchement pas très loin de Port-Réal, et donc, en plus de ça, la maison Baratheon est assez connue pour être belliqueuse, et ses vassaux ont souvent des armées et les utilisent pour suivre un petit peu ce que fait le seigneur Baratheon, donc forcément ça pose question pour la couronne qui se trouve à Port-Réal. Autre chose, Otto Hightower mobilise les frères Cargyle qui sont en fait des jumeaux, alors on les appelle Eric et Arik Cargyle. Alors c'est deux personnages qu'on va revoir et qu'on avait déjà vu un petit peu plus tôt dans la série, notamment dans l'épisode 7, et qu'on va probablement revoir puisque ils sont un petit peu au cœur de cet épisode 9. Pour rappel, la maison Cargyle, c'est une maison des terres de la couronne qui sont vassales directes de Port-Réal. Leurs armoiries sont celles du Noix d'Or sur champ noir et rouge. Et Eric et Arik Cargyle sont jumeaux. Dans la série, ils sont joués par deux véritables jumeaux, Elliot et Luke Titensor. Dans la série, ce sont tous deux des gardes royaux à Port-Réal, et comme on peut le voir dans cet épisode 9, ils n'ont pas les mêmes vues sur le conflit du moment. Arik est plutôt du côté des Verts, et on voit Eric partir vers Père Dragon et Rhaenyra à la fin de l'épisode. Il tente d'ailleurs d'emmener Rhaenys avec lui. Chose intéressante, Otto et Alicent organisent finalement le fait que le peuple soit témoin du couronnement d'Aegon II à Fosse Dragon. On les voit en fait, les soldats du guet de Port-Réal emmener des véritables milliers de membres de la population à Fosse Dragon pour être témoins du couronnement, histoire de dire finalement, Rhaenyra, elle ne peut pas être héritière puisque le véritable roi, il vient d'être couronné et on a tout le peuple qui en a été témoin. Donc il y a ce côté évidemment très important. Il faut savoir que Fosse Dragon, dans le bouquin, on nous explique on peut mettre 80 000 personnes à l'intérieur, donc c'est véritablement gigantesque, comme on a pu le voir. Et en parlant de couronnement, justement, parlons d'Aegon. Aegon II Targaryen, le roi est mort, vive le roi, nous avons désormais un nouveau roi à Port-Réal, ça n'a pas mis très longtemps finalement avant d'arriver, il a fallu attendre l'épisode 9, Aegon Targaryen qui du coup n'est pas du tout prêt et ne veut pas du tout être roi, comme on peut le voir tout au long de cet épisode 9, il essaie de fuir ses responsabilités et la couronne, et finalement est rattrapé par ses devoirs, et rattrapé par les frères Cargyle, mais aussi sa mère Alicent qui a diligenté son frère Aemond et Criston Cole. Moi, ce que j'ai trouvé assez intéressant dans le développement de ce personnage, c'est qu'il y a véritablement le côté « je ne suffis pas à mes propres parents, comment pourrais-je suffire ?» à la population et au royaume. Il y a vraiment ce côté-là chez Aegon, et le côté j'ai un peu envie de faire ce que je veux, même si on va pas se mentir, c'est une pourriture Aegon. On nous le présente comme une pourriture, c'est un violeur, c'est un mec qui s'amuse de combats d'enfants à Cupucier. Il y a ce côté je fais des bâtards un petit peu partout, comme nous le dit un des deux jumeaux Cargyle. Il y a vraiment ce côté-là chez Aegon, on va pas du tout l'absoudre de quoi que ce soit, il y a vraiment ce côté chez Aegon, mais il y a aussi un petit peu la cause finalement, c'est qu'il a l'impression de ne jamais suffire à ses parents. Alors c'est peut-être le fait d'être fils aîné qui veut ça, mais il y a ce côté aussi chez Aegon qui il se met un petit peu en dessous de tout, parce que il ne ressent pas finalement l'amour de ses parents. Il le dit d'ailleurs dans la calèche à sa mère, il dit que son père n'a jamais voulu, il a eu 20 ans pour le nommer héritier, il ne l'a jamais fait, donc évidemment lui il comprend pas ce qu'est en train de lui dire sa mère, il dit c'est pas possible que mon père ait fait de moi son héritier sur son lit de mort. Et même chose, d'ailleurs il demande à sa mère est-ce que vous m'aimez, et elle qu'est-ce qu'elle lui répond? Elle lui répond jeune imbécile, façon de dire bien sûr que je t'aime, mais elle ne lui dit pas. Chose intéressante quand même. Mais ce que je note dans cet épisode 9, et particulièrement sur la scène du couronnement, c'est qu'il y a un véritable changement dans l'attitude d'Aegon face au peuple, puisqu'il est présenté au peuple, et au moment où il est présenté, il y a une espèce de silence, mais très vite les applaudissements et les vivas arrivent, et il y a un véritable changement sur le visage d'Aegon Targaryen, qui là, à ce moment-là, se dit « Ah ok, je suffisais peut-être pas à mes parents, mais peut-être que eux,
je leur suffis. Et là, tout de suite, il y a une espèce de prestance chez Aegon qui se met en marche, et il y a ce côté, ok, je vais jouer le roi. Donc il fait, il joue un petit peu avec le peuple, et il y a quelque chose qui marche chez lui, une espèce de déclic finalement. On comprend que, ça y est, c'est la naissance d'un roi, mais quel roi ? Ça va être la question, puisqu'on le sait, l'individu Aegon est vicié. Est-ce que le roi Aegon le sera tout autant ? C'est probable. Il y a tout ce cérémonial qui est organisé autour du couronnement pour montrer un petit peu la force de la maison Targaryen. Il y a ce côté, on va le couronner avec la couronne d'Aegon le Conquérant. C'est une couronne d'acier valyrien sur laquelle est juché au moins un rubis. Il y a vraiment ce côté, on va le mettre dans les pas de son illustre prédécesseur. Évidemment, ça va jusqu'à son prénom, puisqu'il le partage avec son prédécesseur. Il s'appelle Aegon II. Aegon, du coup, le Conquérant, finalement presque ressuscité, et on lui donne, non des moindres, l'épée Blackfire, Feu Noir en français, qui est une épée d'acier valyrien, et qui était l'épée personnelle d'Aegon le Conquérant. Donc c'est un symbole évidemment extrêmement fort, et on va le noter d'ailleurs que son pendant Dark Sister, donc Noirceur, qui est du coup l'épée d'acier valyrien qui est en possession de Daemon Targaryen. Donc il y a vraiment ce côté opposition désormais des héritages de la maison Targaryen, où on a finalement l'épée du coup de Daemon Targaryen qui est dans les bras d'Aegon, mais aussi l'épée, je crois que c'est d'une des deux sœurs d'Aegon Targaryen qui est à Daemon. Donc il y a vraiment ce côté opposition aussi des deux héritages dans les deux lignées. Alors c'était mentionné dans l'épisode 8, on sait que Helaena et Aegon ont tous les deux des enfants, ça nous est présenté également dans l'épisode 9 puisqu'on les voit pour la première fois. Je vous informe que c'est une fille et un garçon et que tous les deux sont jumeaux, ils s'appellent Jaehaera et Jaehaerys. On le voit d'ailleurs, le générique de l'épisode a un petit peu changé pour nous permettre de voir du coup les deux logos qui sont associés à ces deux personnages-là. On nous explique également dans cet épisode 9 qu'Aegon est probablement le père de plusieurs bâtards qu'il a enfantés auprès de prostituées à Cupucier. Voilà, ça nous montre encore une fois le personnage qu'est Aegon. D'ailleurs, à ce propos, je voulais revenir vite fait sur la mention de la rue de la Soie. Alors, la rue de la Soie, c'est une rue de Port-Réal qui mène vers Fosse Dragon, à l'ouest de Port-Réal, et elle est située dans le quartier malfamé de Cupucier, connu notamment pour ses nombreux bordels. Faut savoir évidemment que Daemon en est un fervent client, comme on a pu le voir dans le début de la série. Et enfin, dernier vers que je voulais évoquer dans ce décryptage, c'est Aemond. Aemond, du coup, le deuxième fils de Alicent et de Viserys, qui, pour le coup, lui, nous explique en fait qu'il est tout à fait prêt à régner, il se verrait bien sur le trône, contrairement à son frère. Et donc il y a évidemment ce côté, mais pourquoi moi qui me prépare à être roi depuis que je suis né, pourquoi moi n'ai-je pas droit de monter sur le trône alors qu'Aegon lui n'en veut pas? Donc il y a vraiment ce côté-là chez Aemond qui est assez intéressant d'ailleurs et qui est assez nouveau, on y reviendra tout de suite dans la partie de différence avec le livre. Toute petite référence d'ailleurs, il mentionne vite fait quand il est en train de partir avec Criston Cole dans les rues de Port-Réal, il mentionne un bateau vers Yiti. Alors Yiti, pour information, c'est une région qui est à l'extrême est d'Essos, donc le continent qui est de l'autre côté du détroit par rapport à Westeros. C'est une région qui est très inspirée des cultures asiatiques et spécifiquement chinoises dans l'univers de George R.R. Martin. Alors, côté différence, il y a beaucoup de différences entre le livre et cet épisode 9, puisque les scénaristes prennent beaucoup de liberté et s'intéressent du coup à faire des choses peut-être un petit peu différentes par rapport au livre Feu et Sang, dont est adapté House of the Dragon. Le premier truc sur lequel je voudrais revenir, c'est notamment le fait que Harold Westerling est toujours vivant dans la série, alors qu'il est mort de sa belle mort dans Feu et Sang. Chose intéressante, puisque ça permet enfin de donner un petit peu de grain à moudre à Graham McTavish, cet acteur du coup qui jouait le Lord Commandant de la garde royale de Port-Réal. On imagine désormais qu'il va aller vers Père Dragon, Dragonstone, pour aller voir Rhaenyra et lui affirmer son soutien, en tout cas je l'imagine, ce qui donnerait du coup un petit peu plus de travail pour Graham McTavish et j'en suis très heureux. Autre chose intéressante, c'est que dans cet épisode 9, on voit pas spécialement la timeline, combien de temps il se passe entre le décès de Viserys et le couronnement d'Aegon. Alors,
J'imagine que c'est de l'ordre de plusieurs jours, mais ça n'est pas mentionné. En revanche, dans le livre, c'est mentionné que la puanteur du cadavre de Viserys commence à embaumer l'intégralité du Donjon Rouge. Pourquoi ? Parce qu'on le laisse pourrir pendant 7 jours au Donjon Rouge sans faire sonner le glas pour ne pas prévenir Rhaenyra de la mort de son père et pour du coup faire en sorte que les préparatifs soient impeccables pour le couronnement d'Aegon II. Donc il y avait véritablement ce côté presque sensoriel dans la mort de Viserys dans Feu et Sang qui est complètement éludé dans House of the Dragon. J'ai trouvé ça un petit peu dommage. Un ajout que moi j'ai pas du tout trouvé dommage pour le coup, c'est la rivalité désormais, la fissure entre le père et la fille Otto et Alicent Hightower. J'ai trouvé que c'était bien amené et que du coup ça peut apporter encore du dramatique pour la suite de la série. J'aime beaucoup ce qu'ils sont en train de faire entre ces deux personnages. Autre différence, il me semble qu'Aemon n'a pas spécialement envie de devenir roi dans Feu et Sang. Vous me le direz dans les commentaires parce que ça commence à dater, mais il me semble pas qu'Aemon ait cette velléité de devenir roi à la place de son frère, donc ça me semble être un nouvel ajout également à House of the Dragon. Autre chose, Larys fétichiste, pareil, il me semble pas que ce soit noté dans Feu et Sang, c'est un ajout, et honnêtement, comme je vous le disais tout à l'heure, je pense pas du tout que ce soit nécessaire d'ajouter ça à House of the Dragon, puisqu'on avait déjà compris que Larys était un mec chelou. Je vois pas spécialement l'intérêt d'avoir ajouté ça, si ce n'est pour choquer un petit peu la ménagère. Alors j'imagine que ça a fonctionné, puisque ça a fonctionné sur moi. En revanche, on avait déjà eu pas mal de choses assez choquantes dans la saison 1. Est-ce que c'était vraiment la peine d'en rajouter ? Je suis pas sûr. Autre chose, le meurtre, ou pas meurtre d'ailleurs, de Miss Arya dans House of the Dragon. Intéressant d'avoir placé ça là, je comprends pas spécialement l'idée de l'avoir mis là, à moins que ce soit peut-être de nous la faire réapparaître de façon surprenante dans la suite de la série. Je ne dis pas si dans Feu et Sang elle meurt assassinée ou si elle survit à la danse des dragons. L'objectif, c'est pas du tout de spoiler le bouquin, mais je trouve intéressant qu'ils aient mis à cet endroit-là du coup ce qui semble être la mort de Miss Arya. Peut-être qu'on la reverra plus, et je trouverais ça dommage puisque c'est un personnage intéressant du livre. Toujours cette histoire de Miss Arya, je suis pas certain qu'il soit mentionné dans le livre, qui est des combats d'enfants organisés à Cupucier. Ça aussi, c'est encore une fois histoire de pousser le potard encore plus loin dans House of the Dragon. Bon, est-ce que c'est un peu too much ? J'ai envie de vous dire peut-être que oui. Et enfin, dernière énorme différence, c'est Rhaenys qui s'échappe de Port-Réal et de Fausse Dragon sur le dos de sa dragonne Meleys. Autant j'ai adoré la scène, autant, il faut bien le dire, c'est une différence majeure avec le bouquin, puisque à ce moment-là, Rhaenys, elle est, me semble-t-il, à la Marque, ou alors à Père Dragon, mais en tout cas elle est pas du tout à Port-Réal, et surtout, il n'y a pas du tout de dragon qui s'échappe en pétant le sous-sol. D'ailleurs, je l'ai pas mentionné, mais c'est évidemment à ça que faisait référence 2 fois de suite Helaena dans l'épisode 8 et donc dans l'épisode 9, à cette bête sous le plancher. Il me semble assez évident que c'est désormais de Meleys qu'elle parlait, donc de Meleys, la dragonne qui était donc sous le plancher de Fausse Dragon, et qui du coup menaçait finalement beaucoup de monde, puisqu'on l'a vu, il est probable qu'il y ait eu beaucoup de morts au moment de cette échappée de Rhaenys de Fausse Dragon. Voilà. À mon avis, c'était de ça qu'elle voulait parler, cette petite gamine qui est désormais donc presciente. Intéressant. Donc tout ça pour vous dire que dans le livre, ça n'existe pas, tout ça, ça a été inventé pour les besoins de la série, et donc de cet épisode 9, histoire d'avoir un truc un peu stylé qui se passe à la fin de l'épisode 9, et aussi, probablement, pour donner beaucoup de choses à faire à Rhaenys dans cet épisode. Je vais conclure cette vidéo avec mon avis personnel sur cet épisode 9 de House of the Dragon saison 1, qui est du coup l'avant-dernier avant la fin de la saison 1, ah là là. Allez, c'est parti pour mon avis. Je m'imagine que beaucoup de fans de Game of Thrones s'attendaient sans doute à un épisode 9 tout aussi éblouissant que les habituels épisodes 9 de la série originale, et au final j'imagine que certains d'entre eux doivent peut-être se considérer déçus par l'avant-dernier épisode de cette première saison de House of the Dragon. Ce n'est pas mon cas. En effet, j'ai beaucoup apprécié cet épisode 9 pour beaucoup de raisons. Déjà, il réussit à installer un véritable climat de tension alors qu'on ne voit qu'un seul des deux camps en conflit. Il y a un vrai aspect de course contre la montre pour récupérer Aegon et organiser un couronnement en catimini. J'apprécie aussi le fait qu'on passe plus de temps avec certains personnages que l'on n'avait que peu côtoyés jusqu'ici, que ce soit pour avoir un peu plus de Rhaenys et son flow absolument incroyable ou pour comprendre un peu mieux qui est Aegon le nouveau roi. Je trouve qu'on s'est pas du tout ennuyé dans cet épisode 9.
Et puis parlons un peu des morceaux composés par Ramin Djawadi pour cet épisode 9. Oh là là, mais quel bonheur de l'avoir à nouveau pour House of the Dragon. On retrouve sa patte de Game of Thrones, son talent pour les morceaux qui accompagnent avec brio les séquences de tension, et c'était vraiment un plaisir de ouf. Pour revenir sur les promesses de l'épisode 9, j'aime bien le fait que les scénaristes s'amusent à subvertir les attentes qu'on a tous commencé à formuler autour du fameux épisode 9 d'une série Game of Thrones. Et je trouve malin qu'ils nous laissent encore dans l'expectative sur cet avant-dernier épisode. En revanche, j'ai bien conscience qu'il nous faudra un joli feu d'artifice dans l'épisode 10, et j'ai bien l'espoir qu'il arrive. Mais ce n'est pas le lieu pour en parler, soyez sûr qu'on l'évoquera très prochainement dans ma vidéo théorie sur le trailer de cet ultime épisode. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cet épisode 9 de House of the Dragon saison 1, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, le pouce en l'air. Le commentaire, ça aide la vidéo dans l'algorithme de YouTube. N'oubliez pas, si vous voulez continuer à me voir après la fin de la série House of the Dragon, la saison 1, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche, puisque j'ai beaucoup de contenu autour de Game of Thrones qui sont prévus dans les prochaines semaines et les prochains mois, donc ne ratez pas ça bien sûr. Et puis si vous voulez m'aider un petit peu financièrement pour soutenir mes efforts sur la chaîne YouTube, n'oubliez pas de le faire sur ma page Utip. Évidemment, c'est très apprécié et on remercie encore une fois mes tipeurs qui me permettent de continuer comme ça. Et enfin, si vous voulez écouter mon podcast Pop Tier, c'est possible, je mets les liens dans la description. Je mentionne aussi le fait que vous pouvez bien sûr me suivre sur les réseaux sociaux, pareil, tous les liens sont dans la description. On se retrouve en tout cas très prochainement pour une nouvelle vidéo, d'ici là, portez-vous bien, salut à tous.